bonsoir à tous. On est content de revoir des gens qui vont au cinéma, c'est très plaisant. Du coup, juste pour nous représenter, donc, on est l'asso Bisplended Asso. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on existe. Donc on passe, avant, on passait des films tous les mois ici en double programme, en fin de mois. Normalement, on devrait reprendre l'année prochaine, donc on espère. En septembre. Donc voilà, donc ce soir on est là pour vous présenter le film de Romero qui a été retrouvé il y a 2 ans. Donc voilà, on est content d'être ici avec vous. Donc voilà, on va un petit peu revenir sur la carrière de George Romero, qui est quand même un réalisateur assez important dans l'horreur américaine. Et ensuite, vous raconter un petit peu comment The Amusement Park a été retrouvé et comment il a été tourné, tout simplement. Donc alors, George Romero, c'est un Américain qui est né à New York en 1940. Il est décédé il y a quelques années, seulement en 2017, donc à l'âge de 77 ans. Beaucoup de gens l'appellent le roi King of the Zombies, parce que quand on va vous présenter sa carrière, vous allez voir qu'il a fait beaucoup de films de ce genre-là, et c'est lui qui a permis clairement de faire connaître le zombie, quoi. Donc alors, il est très très tôt passionné par le cinéma, et dès l'âge de 14 ans, il tourne des petits courts-métrages, des choses comme ça. Et à la fin des années 60, après son diplôme à l'université de Pittsburgh, d'ailleurs il tournera la majeure partie de ses films dans cette ville-là, qu'il adore en fait, aux États-Unis. Il monte une société du nom de Image 10 Production et il regroupe avec des amis à peu près $100,000 pour pouvoir tourner son premier long-métrage, donc qui se nomme La Nuit des Morts Vivants. Voilà, donc en 68. Alors tout de suite, ça devient un gros succès dans les drive-in notamment. Le film rapporte presque 5 millions de dollars. Donc voilà, pour un budget de 100 000, c'est énorme. Donc il se fait tout de suite remarquer et ça devient tout de suite un réalisateur assez prometteur en fait dans le genre horrifique. Bon, le problème c'est que, ça on va vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est que le film a des problèmes de copyright. Et en fait, il tombe tout de suite dans le domaine public. Et du coup, Romero n'a quasiment rien gagné sur ce film. Donc ça, c'est dommage. Et aussi, c'est sa première collaboration avec un ami, Tom Savini, qui fait les effets spéciaux du film. Et tout au long de sa carrière, il va le rappeler. Voilà. Donc ensuite, avec sa petite société de production, il va réaliser des petits films, vraiment à petit budget, qui, eux, ne rencontreront pas l'énorme succès de La Nuit des Morts Vivants. Donc on peut nommer There's Always Vanilla en 71, Season of the Witch en 72, un film très sympa d'ailleurs, The Crazies en 73, donc un film qui parle d'une contamination par un virus dans une petite ville au fin fond des États-Unis. Voilà, un virus, c'est un film assez angoissant justement à notre période, quoi. D'ailleurs, il y a eu un remake de ce film-là en 2010. Ensuite vient donc le moyen-métrage The Amusement Park en 76. Après, il y a Martin en anglais, donc un film un petit peu expérimental où on suit un homme qui se prend pour un vampire et qui tue des gens en fait. Donc c'est dans un train. Donc c'est très anxiogène comme film, c'est très spécial, mais sympa aussi. Donc ensuite en 78, un autre énorme succès. Oui, et bah là en fait il a commencé une nouvelle, pas une trilogie parce qu'il y a eu 5 films, mais c'est ce qu'on appelait les films de morts vivants en fait, qui voulait relancer parce qu'il avait eu des problèmes avec son premier film, donc La Nuit des Morts Vivants. Donc Night of the Living Dead en anglais, qui a donné beaucoup de copies, après il y avait toujours Machin of the Living Dead, etc. Donc là c'était toujours un mot et of the Dead, donc là c'est Dawn of the Dead, donc l'aube des morts. Donc c'est un film de zombies évidemment, mais qui critique la société quand même, on peut le dire. Dans celui-là, ça critique la société de consommation. Les zombies sont morts mais ils gardent leur caddie dans un centre commercial, quoi. Donc c'est assez amusant de voir comment il peut critiquer ça. Donc le film a été remonté en Italie par le grand Dario Argento, donc sous le titre Zombie, avec une musique différente et un montage complètement différent. Donc voilà, c'est assez intéressant. Voilà, et donc c'est aussi un énorme succès au box-office, 1,5 million de budget et 40 millions de recettes. Donc puis c'est vraiment devenu un film culte, voilà, projeté dans les festivals.
qui a donné aussi beaucoup de copies. Je vois qu'il y a un monsieur là-bas qui a un t-shirt zombie du Shofuchi, donc voilà, qui a donné beaucoup de copies, notamment en Italie, avec des zombies 2, zombies 3, zombies 4. Ça a vraiment donné Voilà, la vague des zombies, notamment en Italie, qui ont copié un petit peu ce film-là. Donc ensuite, il rencontre le grand écrivain Stephen King, car à la base, à la fin des années 70, il devait mettre à l'écran les vampires de Salem. Et le problème, c'est que le format mini-série ne lui plaisait pas. Donc du coup, ça a été tourné par Toby Hooper, du coup, qui a fait un... Ouais, bah du coup, non, c'est un film de 3 heures, en fait, qui est vraiment sympa, en plus. Hein. Je vous le conseille. Et donc, ils auront quelques collaborations par la suite. Alors, en 81, il y a un film un peu curieux dans sa filmographie, qui s'appelle The Night Riders. Alors là, il délaisse complètement l'horreur et il va parler d'une troupe un petit peu qui vit comme au Moyen-Âge, en fait, comme les chevaliers. Sauf qu'au lieu de faire des combats de lance sur des chevaux, ils font ça sur des motos, en fait. Et voilà, c'est un film assez curieux. Et d'ailleurs, il donne le premier rôle à son grand ami maquilleur, Tom Savini. Donc ça, c'est... Avec Ed Harris, ouais. Avec Ed Harris dans le rôle principal. Donc ça, c'est assez sympa. Ensuite, il revient en 85 avec... Avec Le Jour des Morts Vivants, oui. Donc, deuxième film des Morts Vivants, donc là, qui se passe sous un espèce de souterrain militaire avec des expériences sur des zombies. Vraiment, moi, c'est un de mes préférés. Donc, ouais. Très très gore celui-là d'ailleurs. Ouais. Tom Savini, ses maquillages sont fous. Ouais. Ouais. Et beaucoup d'humour noir aussi, donc ouais, celui-là il est très bon. Et pareil, un autre succès, donc 3 millions de budget, et puis il en remporte 34 millions, donc qui est quand même un très gros succès. Ensuite, en 88, il va réaliser un film qui s'appelle Incident de parcours. Un film aussi à petit budget, ce coup-ci, qui va raconter le calvaire d'un tétraplégique, en fait, qui est aux prises à un singe, en fait, qui est censé l'aider dans sa vie quotidienne, et qui au final, à force qu'on lui a injecté plein de produits, se retourne vers la personne, quoi. Un très bon thriller. Il peut rien faire, le pauvre. Voilà, à huis clos, quoi. Ensuite, il va faire la rencontre du grand maître Dario Argento, avec qui il va tourner un film à sketch, Deux yeux maléfiques, en 90. Ensuite, il va enchaîner en 92. Voilà, du coup, il fait la deuxième adaptation de Stephen King, qu'il avait fait Creepshow avant, un film à sketch aussi qui était très bon, avec beaucoup d'acteurs. Et là, c'est La Part des Ténèbres, donc c'est un bouquin de Stephen King assez mineur, mais qui est quand même sympa, et le film est vraiment inquiétant et anxiogène aussi. C'est un bon film aussi, hein, je vous le conseille, La Part des Ténèbres. Malheureusement, c'est un échec au box-office. Alors ensuite, il y a eu un projet avorté que je pense tout le monde aurait voulu voir, tout fan de zombies, parce qu'il aurait dû s'occuper de l'adaptation du jeu vidéo de Capcom, Resident Evil, en 99. Mais le problème, c'est que Capcom n'était pas content de son scénario, ça leur plaisait pas. Donc malheureusement, c'est arrivé dans les pattes de Paul W.S. Anderson, avec Mila Jovovich. Il a cependant quand même réalisé 2 spots publicitaires de Resident Evil 2 pour la télé japonaise. Donc, voilà, vous pouvez voir sur YouTube hein, si vous voulez. Ensuite, en 2000, là, sa carrière va commencer un petit peu à s'essouffler. Il va beaucoup moins tourner. Hein. Ouais, donc là, il enchaîne avec Bruiser, où on suit l'histoire d'un homme qui perd son visage, en fait. Donc, encore un film qui critique la société où la personne va essayer de rechercher qui il est, en fait, parce qu'il n'a plus de visage, quoi. Donc après, il enchaîne encore avec un troisième film de mort-vivant, donc le Territoire des morts, Land of the Dead, qui est vraiment sympa, et les maquillages, pour le coup, sont beaucoup plus proches des zombies qu'on connaît. Parce que souvent, Romero avait l'usage de maquillage bleu un peu dégueulasse, qui faisait pas peur. Là, c'est plus des zombies vraiment un peu cabossés de partout. Donc c'est un film sympa qui critique pas mal la discrimination, où en fait, les gens riches arrivent à survivre parce qu'ils ont de l'argent, en fait, et les pauvres se font bouffer par les zombies, quoi. Donc c'est un film sympa. Puis Dennis Hopper fait un peu le méchant, donc un de ses derniers rôles. C'est un film intéressant. Ouais, le film a très bien marché, 46 millions de recettes pour 15 millions de budget. Donc, voilà. Donc il enchaîne avec encore un autre film de zombies, donc Chronique des morts vivants, donc Diary of the Dead. Donc là pareil, c'est une espèce de fun footage en fait, hein, où il retrouve un peu des caméras, etc. Donc là c'est un film qui a un peu moins de budget quand même, on peut le dire, mais qui reste sympa, donc c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça se regarde bien. Et son dernier film, du coup, Le Vestige des morts vivants, Survival of the Dead. Pareil, du coup, là, c'est un film de zombies aussi à petit budget, mais qui critique un peu les humains, sont tous morts, mais ils continuent de se bouffer la tête pour avoir des petits bouts de territoire, quoi. Donc,
Donc voilà, très sympa. Donc voilà en gros un petit peu pour la longue carrière quand même de Romero. Et maintenant on va vous parler un petit peu du film que vous allez voir dans quelques minutes, The Amusement Park. Donc alors c'est un film qui a été complètement perdu pendant près de 50 ans. Même inconnu des grands spécialistes de Romero, ils n'avaient jamais entendu parler de ce film. Alors pour revenir sur l'histoire, en fait il a été retrouvé par sa veuve. Voilà, dans ses cartons, il a réussi à retrouver le film. Alors pour revenir, en fait, alors, il faut revenir au Romero de 73, donc qui venait d'avoir le gros succès de La Nuit des Morts Vivants, mais fauché à cause du problème de copyright. Il avait fait quelques films après qui n'avaient pas tellement marché. Donc c'était un Romero qui était vraiment à la recherche de commandes, même de documentaires sportifs, il était prêt à prendre. Et arriva en 73, en fait, la communauté luthérienne de Pittsburgh, donc la ville qu'il adore, cherche en fait un jeune réalisateur prometteur pour réaliser un film pour dénoncer la maltraitance envers les personnes âgées aux États-Unis. Et en fait, la seule indication qu'ils veulent, c'est que la fin transmette un message religieux et positif. Donc voilà, il cherche, et puis il tombe sur George Romero, le jeune George Romero qui a 33 ans à l'époque, et il accepte. Donc voilà, il accepte. Alors il a un petit budget, et en fait il va tourner un moyen métrage de 53 minutes dans un parc d'attractions. Et l'église, la communauté luthérienne, en fait lui donne des figurants en fait. Donc ce sont des luthériens en fait qui jouent les autres personnes dans le parc d'attractions. Alors l'acteur principal du film est interprété par Lincoln Maazel, qui reprendra dans son film Martin en 1976. Et pour la petite anecdote, cet homme-là a vécu jusqu'à 106 ans. Donc voilà. Donc voilà. Dans le film, c'est un peu différent. Ouais, vous allez voir, il finit en moins bon état. Donc en gros, le film est dans la boîte. Il envoie ça à la communauté luthérienne. Et quand ils voient le film, ils sont absolument terrifiés par le résultat, quoi. Selon eux, les États-Unis n'étaient pas du tout prêts à voir ce film. Il était trop dangereux, selon leur dire. Et en plus, Romero avait enlevé la fin religieuse, donc ils n'avaient pas tellement apprécié. Il critique même la religion dans le film. Oui, même. Vous allez voir. Donc, ouais. Donc en gros, le film a fini dans un placard. Et 50 ans plus tard, comme je disais, sa veuve a retrouvé le film. Et ensuite, c'est la maison d'édition Potemkin, en fait, qui a racheté les droits. Et en gros, c'est grâce à eux qu'on peut voir le film. Donc ils l'ont remasterisé. Et on peut le voir maintenant en salle. Ça, il a été projeté il y a 2 ans, je crois, dans un festival en France. Ouais, Festival Lumière. Les gens étaient contents, donc là, ils le sortent en Blu-ray quasiment en même temps. En fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment un film rare que vous allez voir. Et oui, c'est un film assez oppressant quand même, qui joue beaucoup sur les sons assez... ouais. Ouais, vous allez voir, c'est très particulier. Pour finir aussi, on peut aussi dire que George Romero est un artiste vraiment complet, parce qu'il faisait aussi quasiment tous ses scénarios, ce qui n'est pas toujours le cas chez les réalisateurs, et que pour les grands fans de cinéma populaire, il a aussi un tout petit rôle dans Le Silence des agneaux. Donc voilà, donc, si vous voulez revoir le film, vous pourrez vous amuser à le trouver dans le film. Voilà. En tout cas, bon film, et puis passez un bon moment. Bonne soirée.